Je reçois Christian Jimenez, le président de Diamant Bleu Gestion. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors on est reparti finalement à la baisse sur le pétrole et puis on a rebondi. On va parler donc un peu de l'or noir. C'est vrai qu'on se focalise un petit peu, on se focalise beaucoup sur l'or noir. On exclut un petit peu l'ensemble des matières premières, mais c'est quand même intéressant parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est l'élément principal qui anime les marchés. L'année dernière, c'était les banques centrales. Dès qu'on avait une déclaration, la réaction sur les marchés était impressionnante. Et bien là, c'est maintenant le pétrole. Dès qu'on passe à la hausse ou à la baisse, ça a des répercussions très importantes sur les marchés. Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui il y a une telle réaction à chaque fois vis-à-vis du pétrole? Écoutez, moi ça fait 30 ans que je suis sur les marchés financiers. C'est la première fois que je vois un tel driver presque unique de tout ce qui se passe. L'ensemble des marchés. Que ce soit les marchés taux, les marchés de change, les marchés actions. C'est la première fois que je vois une telle corrélation, alors qui est positive ou négative selon les cas, mais un tel impact d'un paramètre économique sur tous les marchés. Et c'est vrai que vous dites que le pétrole monte, descend. Il y a quelques mois, on avait un trading range 40-60. À 40 on achetait, à 60 on vendait. Là, le trading range s'est fortement décalé à la baisse et il s'est fortement rétréci aussi. Et depuis quelques temps, là, on a un trading range autour de 30 $ le baril, ce qui est vraiment excessivement bas. Mais alors, comment ça s'explique justement le fait que vous dites que c'est le seul driver des marchés depuis 30 ans que vous voyez, c'est la première fois que vous voyez ça. Comment ça s'explique justement? Ça s'explique par, je dirais, les interactions, les corrélations qui résultent notamment de la mondialisation. Et puis, si vous voulez, le pétrole qui baisse, c'est une bonne nouvelle pour les pays comme ceux de la zone euro, à condition que ça ne baisse pas trop. Parce que quand ça baisse trop. Ça arrivait à des niveaux vraiment très bas, et on pourrait presque dire trop bas. Et c'est sûr que l'élément positif pour les consommateurs de pétrole, on va dire, devient tellement négatif pour leurs clients, ou certains de leurs clients, que là, ça devient une zone rouge. Quelles peuvent être les conséquences justement d'un pétrole si bas? On dit voilà, c'est vrai que c'est positif pour les pays qui ne sont pas producteurs, mais qui vont profiter de cette baisse du pétrole, comme la zone euro. Mais quelles peuvent être les conséquences justement d'avoir un pétrole si bas si longtemps? On a déjà vu les premières conséquences sur certains producteurs, notamment américains, de pétrole de schiste. Tous les nouveaux forages en fait, qui étaient rentables parce que le pétrole était à 70-80 $ le baril, tous ces forages-là ne sont plus rentables. Et beaucoup d'entreprises ont démarré récemment. Donc toutes ces entreprises sont en train de faire faillite. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de faillites, notamment aux États-Unis. On parle un peu quand même justement d'une corrélation entre ce qu'on a vécu en 2008, la crise des subprimes, la crise financière, et aujourd'hui finalement la crise du pétrole, comme on pourrait l'appeler. On a le sentiment qu'il pourrait vraiment y avoir un effet rouleau compresseur et qu'on commence vraiment à juste voir les prémices. Absolument. Alors, je ne ferai pas de comparaison ou de parallèle trop rapide avec la crise des subprimes, parce que c'était quand même une crise de nature très différente. Là, il y avait vraiment une bulle financière qui s'était créée autour d'instruments très leveragés. Là, on est vraiment sur l'économie réelle. Et là, on est vraiment en présence de risques de faillite. Il y a déjà eu des faillites, mais plutôt de petites faillites, on va dire. Oui, mais par exemple, on voit les effets notamment sur le high yield américain, on voit les effets aussi sur les banques, les valeurs bancaires en Europe. On sent quand même qu'il peut y avoir justement des répercussions. Mais quand le high yield se déprécie, c'est que les spreads augmentent parce que le risque augmente, parce que le marché anticipe justement des faillites au-delà de celles qu'on a déjà vues, y compris des faillites de grosses sociétés, notamment Petrobras par exemple, qui est comme une entreprise pétrolière qui a une dette de 100 milliards $. Est-ce que Petrobras va être en mesure de payer sa dette? In fine, sans doute, mais il va y avoir peut-être de la volatilité entre-temps. Un mot maintenant sur l'économie américaine. On a eu hier des chiffres de l'emploi qui étaient très bons, d'ailleurs, meilleurs qu'attendus. En revanche, on a quand même des signaux pas forcément très positifs. L'ISM des services, les indices également PMI, des indicateurs d'achat dans les services aussi qui n'étaient pas bons. La consommation qui fléchit également, c'est quand même 70% du PIB aux États-Unis. On sent quand même un petit peu, William Dudley, hier aussi, président de la Fed de New York, qui a dit des choses qui ont inquiété les marchés. On sent beaucoup d'inquiétude maintenant concernant l'économie américaine qui est censée être quand même la plus avancée dans son cycle de croissance. Oui, alors les inquiétudes sont relatives. Si vous voulez, la prévision actuelle de croissance pour les États-Unis, c'est plus 2,5. C'est pas zéro, c'est 2,5. Mais c'est vrai que le marché croit de moins en moins, même à ce plus 2,5. Et même le chiffre de l'emploi ADP hier qui est sorti, qui est meilleur que ce qui était attendu. Déjà, ce n'est qu'un chiffre ADP, c'est une enquête, ce n'est pas vraiment un chiffre officiel. On aura la confirmation vendredi. Voilà, ce chiffre est légèrement meilleur qu'attendu. Et est-ce qu'il aura des impacts sur les salaires? En principe, non.
de fait, il n'y aura pas de répercussion sur l'inflation. Donc la Banque centrale américaine ne va pas être en mesure de bouger très rapidement. Donc tout ça montre qu'on est dans une situation relativement figée, avec une croissance plus faible qu'avant, qui risque d'être plus faible que prévu. Donc c'est vrai que tout cela n'est pas très positif, c'est pas non Mais plus mauvais. il y a les marges des entreprises. Si en effet les salaires, par exemple, n'augmentent pas, justement, ça ne va pas impacter les marges des entreprises. On a eu Walmart qui disait justement que ça allait impacter ses marges. Bon, si les salaires restent égaux, finalement, on pourrait avoir des bonnes surprises du côté des entreprises. Oui, il peut y avoir des bonnes surprises du côté des entreprises, mais je dirais que le fait qu'il n'y ait pas de hausse de salaire et pas d'inflation, tout ça, ça se compense, puisqu'il n'y aura pas de fait de consommation, comme vous le disiez, qui va repartir à la hausse. Donc les marges unitaires, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est des volumes. Et ce qui manque, c'est quand même les volumes. Quel peut être le rôle de la Fed si le pétrole rebondit, s'il remonte fortement? Parce que là, aujourd'hui, on sent qu'elle est dans son rôle avec un pétrole bas, mais dans un contexte de rebond du pétrole, quel pourrait être son rôle? C'est clair que si le pétrole rebondissait et si le rebond était un tant soit peu durable, on pourrait revoir venir le cycle de réajustement à la hausse des taux Fed. Là, je crois que tout le monde peut le souhaiter. Franchement, quand la Fed augmente ses taux, normalement, c'est bon signe. En décembre dernier, elle l'a fait un peu entrer dans les pieds. Elle l'a fait parce qu'elle a dit qu'elle le ferait. Je pense que la prochaine hausse des taux de la Fed, elle le fera seulement si la situation est bonne. Donc ça sera vraiment un très bon signe si ça se produit. Et la hausse du pétrole sera un des facteurs qui permettront effectivement à la Fed d'aller dans ce sens-là. Vous, quelle est votre allocation aujourd'hui? Est-ce qu'on parle beaucoup de l'Europe, finalement, tous les gérants sont assez unanimes pour dire, voilà, aujourd'hui on investit sur l'Europe, mais on sent quand même que c'est un investissement, pas forcément par conviction, mais plus par défaut. Est-ce que c'est aussi votre cas? On peut présenter les choses de différentes manières. Nous, c'est vrai qu'on est davantage positif sur les actions européennes que sur celles d'autres zones. Je ne parle même pas des émergents, où là, on considère que c'est trop tôt pour revenir sur les émergents. Mais même dans l'arbitrage Europe et Amérique du Nord, on continue à privilégier les actions européennes, notamment quand même plutôt les secteurs défensifs, plutôt les valeurs de rendement. Et dans ce domaine-là, nous, on préconisait beaucoup dans les derniers mois, notamment les télécoms allemandes, et elles ont très bien fonctionné. Et là, on est plutôt en train de basculer vers les télécoms françaises. Ce mouvement de concentration du secteur est positif, va aider les revenus moyens par abonné à augmenter. Donc on est très positif sur des valeurs comme Bouygues ou Iliad. Alors Bouygues, ce n'est pas Bouygues Télécom qui est coté, c'est Bouygues. Mais sur 12 milliards de capi, Bouygues Télécom, ça représente 10 milliards. Donc c'est quand même, quand on achète Bouygues, on achète quasiment Bouygues Télécom. Et Bouygues, c'est une valeur qui a beaucoup moins baissé que le marché depuis le début de l'année, qui délivre quand même plus de 4% de rendement. Iliad fait mieux en bourse, puisqu'elle monte, Iliad depuis le début de l'année, malgré ce qu'on constate. Par contre, Iliad n'a pas de rendement, donc il faut savoir si on veut du rendement ou pas. Voilà. Sinon, on reste très positif sur les entreprises européennes des services numériques. Et notamment, si on veut éviter le risque de clients type émergent, il y a une entreprise comme Tieto qui est finlandaise, qui vend essentiellement dans la Scandinavie. Donc c'est un marché très solvable. Donc ça c'est pareil, c'est un très beau parcours boursier. Sur télécom, services numériques, ce sont quand même en effet des secteurs qui ne sont pas spécialement impactés par justement tout ce qui se passe, par le pétrole, voilà, les valeurs bancaires qui décrochent. On sent vraiment que c'est un choix finalement d'aller sur pas des métiers de niche, mais en tout cas des secteurs un peu domestiques avec de la consommation, sur de thématiques. Exactement. L'idée c'est d'éviter les valeurs qui sont trop dépendantes de ventes, notamment vers les émergents. Privilégier effectivement les entreprises qui sont sur une clientèle, on va dire, locale ou européenne, ou éventuellement nord-américaine. Alors justement, quand on parle consommation, on peut penser justement à toutes les grandes sociétés, justement, L'Oréal, Danone, Carrefour, ce genre de choses. Est-ce que ce sont des valeurs que vous appréciez également? Exactement, ça c'est notre troisième, je dirais, préférence, c'est ce qu'on appelle la consommation stable, c'est-à-dire tout ce qui est soins personnels comme L'Oréal, ou tout ce qui est food and beverage comme AB InBev par exemple. Ça c'est des valeurs, on peut ajouter Danone, c'est des valeurs qui sont quasiment stables depuis le début de l'année, et donc qui sont défensives et qui devraient continuer à bien résister, y compris si le pétrole devait rester durablement bas. Merci Christian Jiménez, président donc de Diamant Bleu Gestion. On va marquer une très courte pause parce qu'on vous reste avec nous. On va parler maintenant d'un fonds que vous gérez, Orchidée Long Short. C'est tout de suite un gérant, 3 questions.